Bonjour tout le monde et bienvenue dans l'épisode 5 de cette formation numéro 2 sur comment devenir un bitcoiner souverain. Je suis Roxy de Découvre Bitcoin et aujourd'hui nous allons explorer le mempool. Qu'est-ce que c'est ce fameux mempool? Comment l'analyser? Qu'est-ce qui se passe concrètement dans la blockchain Bitcoin? Grâce à notre nœud Umbrel, nous avons cette solution. Pour faire simple, le nœud, comme vous le savez désormais, c'est la base de données de toutes les transactions Bitcoin. C'est également celle du passé, déjà validée, mais celle du futur, qui attendent d'être validées par un mineur. Le mempool est simplement la salle d'attente, le sachet où toutes les transactions de toutes les personnes sont en attente d'être validées et être inclus dans un bloc. Nous pouvons donc voir ces transactions qui ne sont pas valides, mais déjà envoyées dans le réseau. Afin d'analyser cette mempool, nous allons utiliser l'application accessible via l'interface de Umbrel. Donc dans notre interface, on va simplement aller sur Applications. Évidemment, il n'y en a pas. On va donc sur le App Store. Et ici, on a notre choix. Donc dans ce chapitre et le chapitre juste après, on va être dans la section des explorateurs, on va dire, où on peut analyser notre blockchain et comprendre qu'est-ce qui se passe. La première vidéo va être par rapport au mempool, celle que vous regardez actuellement. La suivante sera sur Block Explorer. Nous cliquons sur mempool et tout de suite, nous pouvons le télécharger. Nous voyons que c'est un full Block Explorer, donc ça permet tout de même d'analyser toute la blockchain. On peut visualiser qu'est-ce que c'est le mempool, où sont les transactions, combien de transactions sont en attente, combien est-ce que les gens sont prêts à payer pour que ces transactions soient validées par les mineurs, etc. Il y a également énormément de fonctions que permet Umbrel, comme avoir des références sonores quand une transaction est validée, chercher exactement une transaction, un bloc, etc. Pour l'information, ce projet est évidemment open source, nous allons le voir un petit peu après, et nous sommes sur la version 2.1.2. L'application étant téléchargée, nous pouvons simplement la lancer, et automatiquement on va être dans cette interface. Vous l'avez donc compris, notre blockchain Bitcoin est simplement une base de données où toutes les 10 minutes en moyenne, il y a un nouveau bloc qui représente toutes les transactions. La mempool permet de visualiser ceci de façon très efficace. Donc dans l'interface, on peut voir immédiatement nos anciens blocs. Donc aujourd'hui, nous sommes au bloc 686 942 qui vient d'être passé il y a littéralement 1 minute. Le bloc d'avant, il y a 2 minutes, puis 13 minutes, etc. Quand on dit que c'est une moyenne de 10 minutes par bloc, vous comprenez bien du coup que c'est une moyenne. Il peut y avoir des blocs toutes les minutes, comme des fois il peut y arriver plus de 20 minutes, 30 minutes sans avoir un nouveau bloc. Nous parlons donc d'une moyenne de 10 minutes. Afin de garantir cette moyenne, il y a toutes les 2 semaines environ, ou tous les 2016 blocs pour être exact, un réajustement de la difficulté du minage. C'est-à-dire que tous les 2016 blocs ou 2 semaines, le minage va devenir plus difficile ou plus facile en fonction de la quantité de personnes qui minent. Donc si demain, d'un coup, on se retrouve avec des millions de mineurs en plus parce que des pays, des centrales nucléaires, etc. se mettent à miner, on aura un boom des mineurs. Et du coup, il y aura plus de blocs trouvés plus régulièrement. Notre moyenne, du coup, ne sera plus de 10 minutes, mais sera moindre. Donc afin de remonter la moyenne vers 10 minutes, toutes les 2 semaines, nous allons augmenter la difficulté des mineurs pour trouver un nouveau bloc. D'un coup, même s'il y a plus de mineurs, le temps moyen pour retrouver une transaction va être de 10 minutes. De la même façon, si jamais tous ces mineurs d'un coup retirent leur énergie du network Bitcoin, retirent leur machine, arrêtent de miner, la moyenne pour trouver des blocs vont être augmentées, on trouvera des blocs plus que les 20 minutes, toutes les 30 minutes, et du coup, la difficulté pour trouver un bloc va descendre, ce qui permettra à d'autres mineurs de se remettre sur le marché, de redevenir compétitif pour rebalancer la moyenne vers 10 minutes. Cet ajustement de la difficulté est donc visualisé ici par le plus 0,67%. Ce chiffre va varier et à la fin de notre période du coup de 2016 blocs, il va être validé. La difficulté d'un mineur, pour faire simple, si on clique sur un bloc Explorer qu'on va analyser juste après, c'est le hash. En fait, le mineur doit trouver un hash avec un certain nombre de zéros avant. En l'occurrence, aujourd'hui, pour faire simple, je vais devoir le lire avec vous, on va être à 3, 6, 9, 12, 15, 18, 20, à peu près 20 zéros. Donc le mineur doit trouver un hash avec 20 zéros avant le résultat. Et je simplifie énormément. Donc, pour notre ajustement de la difficulté, en fait, pour vous faire simple pour vous, si vous voulez regarder un bloc Explorer, ce sera le hash. De plus la difficulté est haute, de plus il faut trouver des zéros,
De plus la difficulté est faible, de moins il faut trouver de 0. Pour tout ce qui est de mineurs en détail, on le verra dans une autre vidéo, mais à travers le bloc Explorer et le mempool, nous pouvons voir ça. Notre nœud a donc toutes les transactions de tous les blocs qui arrivent en moyenne toutes les 10 minutes grâce du coup à l'ajustement de la difficulté. C'est ce même ajustement de la difficulté qui permet de garantir les 21 millions de bitcoins jamais créés. Parce que peu importe demain si tout le monde se met à miner ou tout le monde arrête de miner, l'ajustement de la difficulté garantira l'impression monétaire, on va dire, de bitcoin et donc ce halving systématique au même moment, finalement le fait qu'il n'y ait pas tous les bitcoins qui arrivent d'un coup, mais qui se mettent progressivement dans le marché prédéterminé grâce à ce genre de solution. Bref, revenons sur notre dashboard du mempool. Outre la difficulté à droite, on peut voir le prix d'une transaction bitcoin actuellement. En haut, évidemment, vous vous en doutez, c'est notre blockchain, avec tous les blocs qui s'enchaînent comme on l'a vu. Et ça y est, vous venez de le voir en direct, une transaction a été validée à l'instant même. C'est le bloc 686 943, donc le bloc suivant. Il a été mis exactement 10 minutes après le prochain, donc c'est dans la moyenne, on est bon. Il a une taille de 1,17 MB, donc c'est-à-dire que notre blockchain Bitcoin que vous avez donc sur votre disque dur SSD vient d'augmenter de 1,17 MB. Le grand débat en 2017, c'était l'augmentation des blocs, c'est-à-dire est-ce que ce bloc devrait être plus lourd, plus gros pour accepter plus de transactions ou rester faible. Le débat a été tranché pour les bitcoiners en disant qu'il resterait faible pour garantir une décentralisation. En limitant la taille des blocs, on permet à tout le monde de faire tourner un nœud, parce que littéralement, c'est pas très lourd, ça rentre sur un disque dur qu'on peut tous acheter n'importe où, et du coup, tout le monde peut avoir un nœud, comme vous en avez un désormais, et j'en ai un. Bref, on va analyser cette transaction tout de suite, mais avant, j'aimerais vous parler du dashboard. Vous le voyez, donc à droite, c'était l'ajustement de la difficulté qu'on a parlé en attendant le nouveau bloc. À gauche, on a le prix actuel de la mempool, c'est-à-dire combien est-ce que vous devez payer pour qu'une transaction soit validée par les mineurs. Quel est le prix finalement aujourd'hui d'une transaction Bitcoin? Quels sont les frais à mettre? Aujourd'hui, ces frais sont extrêmement faibles parce que vous le voyez, pour un Satoshi par byte, nous pouvons réussir à valider une transaction. Donc ça représente 0,5 centimes aujourd'hui. La moyenne, c'est de 1 et la priorité, c'est de 4, c'est-à-dire 20 centimes. Donc quand on vous dit souvent qu'une transaction Bitcoin coûte, par exemple, 20 euros, 12 euros, 7 euros, 5 euros, etc. C'est simplement parce que notre mempool est surchargé. En fait, c'est simplement parce que tellement de personnes veulent envoyer des bitcoins, tellement de personnes utilisent le protocole Bitcoin qu'il faut payer plus cher pour valider une transaction. Et ça se visualise à travers la mempool. C'est-à-dire que si jamais tout le monde voulait envoyer une transaction aujourd'hui, nos frais ne seraient pas à 1 Satoshi Byte ou 4 Satoshi Byte, mais plutôt 70 Satoshi Byte et au plus haut par exemple 200 Satoshi Byte, donc 5 euros. Ceci ferait évidemment que notre transaction coûte très cher parce que tout le monde veut y aller. Et en fait, cette offre et la demande des transactions varient. Quand personne ne veut envoyer de transactions, naturellement les mineurs acceptent des transactions pas chères et les utilisateurs payent pas cher, un Satoshi. Par contre, quand tout le monde veut utiliser Bitcoin, les mineurs prennent d'abord les gens qui payent cher et les gens qui veulent être rapidement validés par un bloc vont payer plus cher. En dessous, nous avons donc les derniers blocs avec la taille qu'on peut voir, quand est-ce qu'il a été miné et le nombre de transactions qu'il y a dedans. Et on pourrait tous les voir si on voudrait. Et il y a également les dernières transactions. Comme vous le savez, Bitcoin est un registre ouvert où tout le monde peut regarder absolument tout. Donc nous avons nos dernières transactions. Une transaction de 1,8 Bitcoin, une transaction de 0,8 Bitcoin, une transaction de 0,03 Bitcoin, etc. Nous avons également les frais qui ont été payés, 2,7 Satoshi, 15 Satoshi, etc. Vous le voyez, ça va très vite parce qu'il y a beaucoup de transactions Bitcoin, mais c'est dans ce tableau ici qu'on peut les voir. Revenons donc sur nos blocs. Nous cliquons sur le bloc et d'un coup, nous pouvons l'analyser. Vous le voyez tout en haut, je vous ai parlé du hash, c'est ici qu'il est présent. On voit donc le nombre de zéros nécessaires pour valider le bloc par les mineurs, résoudre la preuve de travail qu'on a déjà vu. Nous avons tout de suite la date par rapport à un certain créneau horaire, donc il y a 4 minutes et je shoot ça en ce moment, donc le 9/06/2021. Nous avons la taille, nous avons le poids, nous avons les frais médians, donc 21 Satoshi, ça fait à peu près 1 euro.
en dollars, donc ça fait 80 centimes d'euros. Les frais totaux sont de 0,25 BTC. Le mineur a donc récupéré 8500 dollars ou du coup 0,25 Bitcoin en frais de transaction. Les utilisateurs ont donc envoyé 0,25 pour être dans le réseau. Juste en dessous, nous avons les subventions, c'est-à-dire ce que le mineur récupère comme récompense à la création d'un nouveau bloc. Ce sont donc nos fameuses 6,25 Bitcoin créés chaque 10 minutes, l'impression monétaire de Bitcoin. On rajoute les frais, ça fait que 6,5 Bitcoin ont été donnés à ce mineur. Le mineur, nous savons qui c'est Antpool. On peut cliquer dessus et nous verrons du coup leur site ou savoir un petit peu plus qui sont ces fameux mineurs. Notre cher mineur Antpool, qui n'est pas un mineur individuel mais donc une pool de différentes personnes qui participent ensemble à la recherche d'un nouveau bloc, a donc récupéré 221 000 dollars sur ce bloc. Cet argent est redivisé à travers tous les mineurs individuels qui ont participé à ce pool de minage. Dans les transactions, tout de suite la première, ce sera toujours la transaction Coinbase, c'est-à-dire la génération des nouveaux bitcoins. Donc c'est les 6,5 parce que ça inclut les frais et qui ont été distribués à Antpool. La première transaction est toujours celle du mineur. Il reste donc 917 transactions faites par des utilisateurs comme toi et moi. Et nous pouvons toutes les analyser. Alors, quand on les analyse, il faut comprendre un certain nombre de choses. Dans ce bloc, on les a, on va dire, une à la fois, c'est-à-dire qu'on a le récap de toutes les transactions. Certaines sont faites avec Segwit, certaines sont faites en legacy, donc en adresse Bitcoin normale, certaines sont en multisig, comme un 2/3, certaines sont un input pour énormément de output, d'autres sont l'inverse. Ça, ce sera propre à chacun. Ils vont tous mettre des frais différents et certaines vont même écrire des messages dans notre blockchain Bitcoin, qui est finalement une base de données où on peut y inscrire des informations. On verra ça dans la vidéo après plus en détail. Donc si on prend une adresse, enfin une transaction complètement au pif, on va dire celle-ci parce que c'est relativement facile, nous pouvons donc l'analyser. Donc dans cette transaction, la première chose que l'on peut voir, c'est donc l'ID de cette transaction, ce qui permettrait de la tracer à l'infini, vu que notre base de données Bitcoin ne peut pas être modifiée une fois qu'il y a un certain nombre de confirmations, on va dire, dans le réseau. Aujourd'hui, on a simplement une confirmation. Ce n'est peut-être pas nécessaire si vous avez envoyé énormément d'argent. Mais une fois qu'on sera à 2, 3, 4, 10 transactions, nous pouvons considérer que cette transaction est devenue immuable dans le temps et qu'elle est finale. C'est quelque chose de très important à comprendre car c'est le but même de Bitcoin, créer quelque chose de final. Dans notre transaction, nous avons la date, donc il y a 10 minutes, nous avons les frais qui ont été envoyés, 14 € de frais, c'est beaucoup, on peut le dire. La transaction a été faite pour envoyer 23 bitcoins. Je vous laisse faire les maths, c'est quasiment 700 000 €, je pense, au moment où on en parle. Il y a eu du coup un certain nombre d'éléments intéressants. Donc les frais, ça a été 302 Satoshi par byte. C'est beaucoup. Comme ils le disent, ça a été surpayé par 14 fois. Ça veut dire que la personne qui a envoyé l'argent voulait s'assurer que la transaction soit acceptée tout de suite. En même temps, quand tu envoies 700 000 €, bon, t'es pas à 14 € près si tu es pressé. On va dire qu'on peut toujours faire des économies, mais à un moment, il y a un certain nombre, il y a une logique dans l'être humain qui dit « je veux garantir que ma transaction passe tout de suite » parce qu'il y a le stress, on va dire, que la transaction n'est pas validée. Parce qu'en effet, comme je l'expliquais, si la même pool est pleine, votre transaction peut prendre plusieurs semaines, plusieurs jours à être validée. Quand on envoie 700 000, on ne veut peut-être pas avoir ce stress constant, on veut que ça soit immédiat. Donc la personne a surpayé 14 fois le prix du marché. C'est tout à son honneur, chacun peut faire comme ils ont envie, c'est un marché libre. Les mineurs vont bien sûr prendre cet argent sans hésiter. Et la transaction a été faite avec Segwit, donc l'amélioration de 2017, donc c'est une adresse BC, voilà, BC1, c'est complètement normal, et RBF qui permet de bump les fees si jamais c'était nécessaire, c'est-à-dire qu'il pouvait changer les frais une fois que la transaction a été broadcastée dans notre réseau. La transaction a été envoyée, tous les nœuds l'ont récupérée par notre système de propagation qu'on a déjà vu. Par contre, si maintenant ils voulaient encore augmenter les frais pour garantir qu'elle passe et pas rester bloquée dans notre même pool, non validé par les mineurs, il aurait pu le faire.
Notre transaction a donc une entrée, deux sorties. C'est très standard. Il faut comprendre que dans Bitcoin, quand vous faites une transaction, tout l'argent est dépensé à chaque fois. C'est-à-dire que ce n'est pas un système où vous envoyez 2 euros, mais votre compte avait 1000 euros, et ben, il n'y a que 2 euros qui partent. Non, non, non. Dans Bitcoin, tout l'argent partira et 998 euros reviendront dans votre poche, mais 2 euros iront chez l'autre personne. Et c'est là où on le remarque en fait. 1 input, 2 output. Donc on a une sortie, donc une adresse qui détenait 23 bitcoins ou quasiment 24 bitcoins. Elle a envoyé 1,52 bitcoin à quelqu'un, on ne sait pas c'est qui, ça peut être elle-même, ça peut être quelqu'un d'autre, elle a peut-être payé un service, elle a peut-être voulu vendre, peu importe ce qu'elle a voulu faire. 1,5 bitcoins sont partis et 22,37 bitcoins sont retournés à elle-même, ce qu'on appelle l'adresse de change. On peut avoir les détails si on veut, donc avec le script, on va dire, de cette transaction. Je n'irai pas dans les détails techniques de ce script parce que même moi je m'y perds et il faudrait demander à quelqu'un de plus qualifié de moi, comme Fannis, de nous faire une vidéo, ce qui arrivera sûrement un jour, ne vous inquiétez pas. Donc on a également la taille que ça a pris, donc c'est la taille qui rentre, on va dire, dans notre bloc. Ça c'est typiquement une transaction Bitcoin super classique. Quelqu'un qui avait de l'argent et qui l'a envoyé. Et derrière, on pourrait tracer cet argent. C'est-à-dire qu'on pourrait très bien aller voir qui a reçu cet argent. Et donc là, en l'occurrence, c'est cette adresse. Donc cette adresse a reçu les 52 000 bitcoins et on pourrait voir si elle en avait avant. Et c'est là où est l'importance de changer d'adresse systématiquement. Quand on vous dit que c'est important pour la vie privée de changer d'adresse, c'est parce que dans ce genre de scénario, je pourrais voir tout son solde. C'est-à-dire que si ces 1,52 bitcoins sont allés dans une adresse où il y a déjà beaucoup d'argent, je le verrai. Nous allons donc pouvoir voir qu'est-ce qu'a donc cette adresse qui vient de recevoir 1,52 bitcoin. Maintenant, la grande question, c'est pourquoi est-ce que vous voudriez utiliser votre nœud à vous? Simplement parce que vous ne voulez pas faire confiance, vous voulez vérifier. En utilisant la même pool depuis votre propre nœud, vous êtes garanti d'avoir les informations officielles, on va dire, du réseau. Vous n'êtes pas en train de faire confiance à quelqu'un d'autre. Vous pourriez très bien regarder cette même transaction à travers un block explorer, par exemple blockchain.com, taper la transaction en haut et vous rendre compte que cette adresse qui vient de recevoir 1,5 bitcoin ici, donc confirmé comme on peut le voir à travers un autre block explorer qui n'est pas propre à notre nœud, que cette personne du coup a désormais un solde de 4 bitcoins. Ils avaient déjà reçu des bitcoins dans le passé, etc. Donc là on aurait toutes les transactions. C'est la même chose que notre mempool, la seule différence c'est que là, je suis en train de faire confiance à quelqu'un d'autre que ces informations sont la vérité. Alors qu'en utilisant mon propre block explorer, donc mon propre mempool connecté à mon nœud, je suis garanti que ceci est la réalité. Vous pouvez le voir, on est de retour sur le menu et depuis, il n'y a toujours pas eu un nouveau bloc. Donc ça fait désormais 20 minutes qu'il n'y a pas eu de bloc. Il ne devrait pas tarder, c'est pas grave, encore une fois, c'est une moyenne. Donc si on retourne sur notre dashboard, les frais ont augmenté. D'un coup, comme le bloc n'a pas été mis depuis très longtemps, notre mempool est plus chargé et donc pour valider une transaction, il faut payer plus cher. Au début de la vidéo, littéralement, il y a 20 minutes, on était à 1 Satoshi par byte, ce qui est le moins cher. Là, on est à 7, 12 et 20. C'est-à-dire que nous sommes passés de 0,5 centimes à 33 centimes, 57 centimes ou alors 1 euro. C'est simplement parce que du coup, il n'y a pas eu de bloc, donc plein de transactions se sont accumulées. Je pourrais vous montrer ça à travers d'autres solutions plus visuelles, comme celle-ci. Dans Transaction Street, on peut voir littéralement la file d'attente pour rentrer dans un bloc. Le bloc n'étant pas parti, il est plein. Et le jour où ce bloc partira, un certain nombre de personnes vont rentrer. Donc en fait, tous les petits bonhommes que vous voyez là, que je trouve plutôt mignons, ce sont les gens qui attendent de rentrer. Et en fonction de combien ils payent, ils vont être plus ou moins gros. Donc en cliquant sur les bonhommes, on peut voir la transaction, on peut voir les frais qui sont prêts à payer, etc. C'est une autre façon de voir visuellement notre mempool, notre blockchain. Mais le principe est le même. Nous sommes au bloc 686 944. Et bah, si je retourne sur mon mempool, c'est le bloc 686 944 qui est en attente. Ce bloc-là, qui est en formation, on va dire, on peut déjà voir le prix moyen, on peut déjà voir le nombre de frais qu'ils vont récupérer.
11 000, ce qui est donc plus que notre mineur précédent, et en attente, de la même façon que du coup sur notre truc Explorer, excusez-moi, il est ici. C'est une façon super intéressante de comprendre visuellement notre mempool, qui est donc finalement notre sac d'attente. C'est là où toutes les transactions sont en train d'attendre. Donc, c'est ce qu'on voit en fait ici, tout simplement. C'est ce que je pourrais montrer à travers ce graphe. Alors ce graphe, il faut réussir à le comprendre, mais grosso modo, c'est les transactions et combien est-ce que les gens payent. Donc quand notre mempool est vide, ça veut dire qu'il n'y a aucune donnée en attente. Les transactions sont validées très régulièrement. Quand au contraire elle est complètement pleine et saturée, ce graphe explose. Ça c'est un truc live sur les 2 heures. Ce qui est plus intéressant, c'est peut-être d'aller sur un mois. Si on se met sur la mempool depuis 3 mois, vous pouvez voir exactement ce que je veux dire par l'utilisation du réseau. Lorsqu'on était sur des sommets, on va dire, de prix Bitcoin, donc vers 60 000, 50 000, tout le monde était intéressé, tout le monde faisait une transaction et du coup la mempool était extrêmement saturée. C'est ce que vous voyez ici finalement. Ça veut dire que les transactions prenaient beaucoup de temps. Depuis que le prix a craché, beaucoup de gens se sont désintéressés au protocole Bitcoin parce qu'ils étaient là pour la panne du gain et du coup maintenant les transactions valent très peu. La mempool s'est vidée littéralement. Il n'y avait plus de transactions en attente. Ici, c'était impossible de faire une transaction à 1 Satoshi par byte. Il aurait fallu des semaines pour être validé et à la limite, vous auriez été éjecté de la mempool au bout d'un certain temps parce qu'elle aurait été saturée. Aujourd'hui, une transaction 1 Satoshi par byte, comme on l'a vu au début de la vidéo, ça passe. C'est donc le moment idéal pour ouvrir vos canaux Lightning Network ou alors rebalancer vos portefeuilles et combiner vos UTXO. C'est pendant ces périodes de faible activité dans le réseau que les transactions ne sont pas chères et du coup on en profite pour faire un certain nombre d'opérations et ce n'est pas lorsque les transactions sont à 15 € qu'on doit les faire. Si on veut continuer un petit peu sur la mempool et les fonctions, on a le système d'API, donc d'API. Je ne vais pas aller en détail là-dessus, mais sachez du coup que si vous êtes un développeur, si vous voulez utiliser un certain nombre de fonctions ou vous connecter votre service à votre propre mempool, vous pouvez. Ici, c'est plutôt bien expliqué, je vous laisserai l'explorer par vous-même. Les dernières informations peut-être importantes, c'est savoir que ce projet est donc open source et maintenu par 2 personnes, dont une personne très connue, on va dire, dans le milieu des contributeurs Bitcoin, qui est Wiz, notre fameux petit sorcier, et qui travaille sur un paquet de projets, y compris Bisq, où on a déjà vu une vidéo par John Unchained sur cette même chaîne. Il y a également donc la mempool, Bitcoin Only, Liquid, etc. Ensuite, nous avons naturellement du coup nos sponsors et vous pouvez aller voir le GitHub vu que c'est open source pour analyser vous-même le code si besoin. Vous avez le Telegram, le Twitter. Ce qui est marrant pour devenir un sponsor, je peux vous montrer rapidement comment ça marche les systèmes de donation. Il y a en fait très simplement un système où on peut choisir si on a envie de donner 100 000 Satoshi, 1 million de Satoshi ou alors 1 Bitcoin. Et donc on pourrait très bien demander une facture. Et automatiquement, nous avons un QR code où nous scannons et l'argent sera envoyé. C'est une façon très facile d'accepter du Bitcoin, comme on le verra plus loin dans le cours. N'oubliez jamais que Bitcoin est un excellent outil pour les donations, pour les organismes ou alors les pays nécessaires. Vous le voyez en haut, vous avez le système de Bitcoin, donc Mainnet. Vous avez également le Signet, le Testnet, Bisq et Liquid, les couches 2. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller le visiter. Sachant que du coup, Liquid, c'est un système complètement différent. C'est une side chain de Bitcoin où les blocs sont validés toutes les minutes systématiquement. Ça n'a donc rien à voir avec tout ce que je vous ai appris depuis le début. Mais c'est très intéressant à étudier, je vous laisserai le faire vous-même. Je ne pense pas le couvrir dans ce cours. On va revenir sur Bitcoin et notre bloc n'est toujours pas là. Donc quand au début de la vidéo j'ai dit que c'était une variante, vous l'avez devant vous, ça fait donc 27 minutes qu'il n'y a pas eu de nouveau bloc. C'est quelque chose de très intéressant. Je terminerai la vidéo quand on aura notre nouveau bloc, ça fait 30 minutes, c'est plutôt intéressant comme cas d'école du coup. Pendant qu'on attend donc la validation de ce bloc, vous pouvez voir que l'ajustement de la difficulté a baissé depuis le début de la vidéo. Nous ne sommes plus qu'à 0,53, c'est complètement normal, vu qu'un bloc vient de prendre 30 minutes, ça rebalance, on va dire simplement l'équation, et ça ne change pas beaucoup. Sachez qu'un score de 0,53, ce n'est pas beaucoup. Ça veut dire que la difficulté des mineurs ne va quasiment pas changer. Quand on se retrouve avec des bumps de difficulté de 12%, 15% en haut ou en bas, ou en moins 15%, là, ça va énormément changer le business model des mineurs. Parce que d'un coup, ça va être 15% plus dur d'avoir un bloc, d'être validateur,
ou 15% plus simple. Donc il y aura beaucoup de personnes qui vont déconnecter des machines non rentables et beaucoup de personnes qui vont reconnecter des machines rentables. Ça rentre dans tout le débat écologique. Quand on dit les mineurs minent 24 heures sur 24, c'est faux. Les mineurs minent quand ils sont rentables et ceci est variable en fonction de la difficulté actuelle. Une autre chose rigolote, du coup, vous le comprenez bien, notre bloc 42, il avait que 98 transactions parce qu'il a été trouvé immédiatement. Donc pas beaucoup de frais pour le mineur et 92 transactions, c'est pas beaucoup. Donc on pourrait dire que l'énergie déployée pour ces transactions est colossale parce qu'en soi, toute l'énergie a été mise pour 92 transactions. Notre bloc qu'on a étudié, il en avait 918. Le nouveau, on a déjà 2883. Donc ça change, et après les suivants, ça fait 2100, etc. Donc un bloc n'a jamais un nombre fixe de transactions, hein. Ça va varier en fonction de la taille et du réseau. On pourrait avoir des blocs complètement vides, on pourrait avoir des blocs complètement pleins avec très peu de transactions. Si une personne est prête à payer énormément pour une transaction très lourde, elle sera validée et du coup elle va prendre énormément de place dans notre bloc et ne laissant pas la place du coup aux plus petites transactions. Nous avons une question de la madame à côté de moi qui me dit « Mais attends, tu m'as toujours dit que les transactions c'était rapide, qu'est-ce qui se passe si je veux envoyer de l'argent à mon cousin et que je dois payer 14 balles et en plus ça prendrait beaucoup de temps ?» En effet, Bitcoin n'est pas parfait et il faut comprendre que si vous voulez payer un café ou alors envoyer 5 € à votre cousin, dans le futur, si Bitcoin est adopté, vous n'allez sûrement pas utiliser la blockchain de base, donc ce que vous voyez en ce moment. Vous allez utiliser des couches supérieures comme Lightning Network, qui vont permettre en fait de ne pas avoir les transactions sur la main chain. Ceci est la main chain, c'est notre base de données. Et finalement, ça sert simplement à ancrer dans l'histoire des données. Quand vous payez un café, il n'y a pas besoin que ça soit ancré dans l'histoire pour tout le monde. Du coup, vous allez utiliser une couche supérieure qui s'appelle Lightning Network, où vous allez simplement envoyer de l'argent sans que ça soit inscrit par nos mineurs. C'est un système un petit peu plus complexe, mais donc ne vous inquiétez pas, dans le futur, théoriquement, si on fait bien les choses et si tout le monde adopte cette technologie, on ne va pas se retrouver avec des centaines de millions de personnes sur cette même blockchain parce que ça va forcément saturer. On va avoir un problème de scalabilité. Et dans des scénarios comme aujourd'hui où on a 36 minutes le dernier bloc, les prix se mettent à exploser et les gens ne peuvent pas envoyer de l'argent. C'est là où des couches supplémentaires d'infrastructures, des solutions pour grandir, on va dire, le réseau sans passer par la blockchain de base seront créées et adoptées. Donc madame, quand tu voudras payer ou envoyer 5 € à ton cousin, vous prendrez tous les deux un portefeuille Lightning, toi tu lui enverras 5 € sans passer par la blockchain Bitcoin de base, tout simplement. Donc si Bitcoin est adopté, en effet, les frais de base, on va dire, sur la blockchain de base, pourraient augmenter drastiquement. Mais je pense que c'est pas déconnant que dans 20 ans, les frais soient de 50 €, 100 € systématiquement. Simplement parce que du coup, ce serait tellement adopté que les gens paieraient cher pour inscrire dans le temps des données. Et nous autres utilisateurs, on va pas dépenser 50 quand on veut acheter un café à 5 €. On va passer sur des couches où finalement ce n'est pas grave quelle structure on utilise. Elle a dit très bien. Ça y est, c'est bon. Et ça y est, wouh, après 48 minutes et quasiment 20 minutes à attendre à rien faire, nous avons notre bloc. Donc ça y est, le bloc 60 086 944 a été miné. Comme vous pouvez le voir, donc à droite, enfin à gauche plutôt, notre mempool s'est rempli à travers le temps. C'est-à-dire que lorsqu'elle était vide au moment où j'ai commencé la vidéo il y a 1 heure, là, ça y est, elle est quasiment pleine. Enfin, elle n'est pas pleine du tout, hein, mais il y a 4 MVB. Simplement parce que beaucoup de transactions sont en attente. Beaucoup de gens sont rentrés dans notre file d'attente, notre salle d'attente pour être validés. Bon, la transaction étant prête, on va quand même cliquer sur ce bloc, hein, vu qu'il m'a bien emmerdé. Le grand gagnant est le mineur WAYI. Je ne le connais pas. On va cliquer dessus. Comme ça, on pourra analyser qui c'est. Si ça veut bien charger. C'est un mineur chinois, voilà, il y a du Dogecoin, on le connaît pas, mais c'est pas grave, les mineurs peuvent être n'importe qui, c'est un marché libre. Nous avons le détail qu'on n'avait pas avant, il supporte Taproot, c'est absolument super, bravo à toi petit mineur, tu as tout à fait raison. On a le market route, on a les bits, on a la difficulté, je parlais de l'ajustement de la difficulté, aujourd'hui c'est ça la difficulté, et on a le nonce qui est important par rapport au hash. Je ne vais pas entrer dans les détails maintenant. La personne a gagné 18 000 quasiment de frais, donc 6,77 Bitcoin.
Pour la question que tout le monde a souvent, le jour où les bitcoins créés, chaque bloc sera très faible, donc quasiment rien, est-ce que les mineurs seront toujours rentables? Je pense que du coup, comme je l'ai répondu, d'ici là, les frais auront augmenté énormément. Et du coup, les mineurs ne seront plus récompensés par la création de bitcoin en premier, puis les frais en deuxième, mais l'inverse. Moins de bitcoin créés, mais plus de frais, plus le prix du bitcoin qui monte, incitera finalement que moins de bitcoin soit plus d'argent. Pensez-le comme ça. Les mineurs qui à l'époque récupéraient 50 bitcoins ne récupéraient aucun euro, on va dire. Ou même un peu après, les mineurs qui avaient 12,5 bitcoins, c'était moins en valeur dollar qu'aujourd'hui 6,5 parce que le prix a monté entre deux. Nos 2945 transactions, nous avons la première classique qu'on a déjà vue et après on a le reste, donc des multisig, 40 bitcoins envoyés, 40 bitcoins envoyés, 40 bitcoins envoyés, etc., etc. Et après on a des transactions un peu plus classiques. Si on descend, on pourrait trouver une transaction d'échange. Souvent on le reconnaît parce que notre transaction a par exemple 480 millions sur son portefeuille, ou alors le solde entrée-sortie est de plusieurs milliards. Quand on en trouve un, je peux peut-être essayer de vous en trouver un, bougez pas. Voilà, bon, j'en ai ouvert plusieurs, mais je pense que là on en a deux qui sont bien. Quelqu'un a envoyé 308 bitcoins. Bon, 308 bitcoins, ça fait un paquet de thunes, hein. Ça doit faire facilement dans les 10 millions, je pense. Et c'est en multisig, typiquement des échanges avec énormément d'envois différents. Donc ils ont divisé les 308 bitcoins en 3 portefeuilles de 100 bitcoins. Donc c'est pas trop mal. Et celui-ci, même principe, 200 bitcoins envoyés dans plein d'adresses de change et 3 adresses avec 67 bitcoins. Donc ça, c'est typiquement de la rebalance de portefeuille. À savoir pourquoi. Là, on a une autre transaction code joint où finalement il y a plein de multisigs qui envoient voir plein de trucs. Comme vous pouvez le voir, ça peut très vite être très complexe. Voilà, ça vous donne une idée très logique, on va dire, de comment marche un bloc explorer. Qu'est-ce qu'on voit concrètement? Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo de présentation sur Mempool, une solution pour analyser les frais actuels, la congestion de notre Mempool, notre base d'attente de toutes les transactions non confirmées, puis après de les voir une fois confirmées dans un bloc qui fait également office de bloc explorer. J'espère que cette vidéo sur le Mempool vous a plu. Si c'était le cas, n'oubliez pas de liker, partager, mettre un commentaire et postez-le sur Twitter ou les réseaux. Ça aide énormément. Vous l'avez vu, c'est plutôt complexe et ça permet énormément d'analyse. Dans la prochaine vidéo, nous allons analyser Blockchain BTP Explorer. C'est une autre solution pour analyser la blockchain. Nous verrons des choses un petit peu différentes, plus dans le passé des blocs. Qu'est-ce que c'est le premier bloc miné? Qu'est-ce que c'est la première transaction Bitcoin entre Satoshi et Al-Fini? Est-ce qu'on peut écrire des données sur la blockchain Bitcoin? Ce sera dans cette vidéo qu'on analysera tout ça. J'espère que ça vous a plu. Merci beaucoup de continuer à soutenir. Si vous êtes sur Teachable, cliquez en haut à droite pour la vidéo suivante. Sur YouTube, ce sera la semaine prochaine. N'oubliez pas de mettre un commentaire si vous avez la moindre question. Comme vous l'avez vu, ça peut être très complexe finalement. Bitcoin, on dit c'est un bloc toutes les 10 minutes. Bah non, on a eu un bloc après 1 minute, puis un bloc après 50 minutes. C'est quelque chose de particulier Bitcoin et ça mérite d'être étudié. C'est super que vous soyez là. Allez, je vous dis un gros bisou, à la semaine prochaine, salut! Grâce à Bitcoin, vous avez regagné de la souveraineté financière. Désormais, allez plus loin. Faites tourner votre nœud et devenez votre propre banque. Contribuez au réseau et arrêtez de faire confiance. Devenez Bitcoin.